Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans cet entretien spécial qui reçoit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement afin de mieux nous expliquer les motivations des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 19 février 2025. Nous allons également le faire réagir sur quelques sujets d'actualité. Monsieur Wilfried Léon Moubedji, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là ce matin pour répondre à nos questions. Pour l'exercice, je serai avec mon confrère de la SRTB, Osias Sonouvou. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Merci de me retrouver dans ce studio avec vous face au porte-parole du gouvernement. C'est un plaisir. Alors, nous tenons ces échanges, Monsieur Wilfried Léon Moubedji, dans un moment douloureux, on peut le dire, pour le gouvernement dont vous portez la parole ou la voix. On l'a appris tous dans la nuit du jeudi. Le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle n'est plus, il est décédé dans des circonstances que nous connaissons que trop bien ici. La question, comment le gouvernement gère-t-il le choc? Je vous remercie pour la pensée que vous avez pour notre collègue le ministre Kouaro, Yves Chabi. Il faut dire que ça a été une grosse surprise pour le gouvernement et pour son chef. Et au-delà de la surprise, une douleur incommensurable. Parce que imaginez qu'il était en Conseil des ministres la veille, que ce jour-là, il a enregistré une allocution dans le cadre de la journée de la langue maternelle et qu'on l'a vu pétillant de forme, aussi souriant que d'habitude, sans imaginer que les instants d'après, la faucheuse passerait par là. C'est beaucoup de douleur. Et en même temps, il faut avoir une pensée pour toute sa famille, les enfants en particulier, les veuves, et leur garantir le soutien de l'État, du gouvernement, et nous remettre courageusement debout et au travail pour ne pas céder à ce genre de circonstances dramatiques. Les circonstances, je le disais, on l'a appris, on l'aurait appris qu'il s'agit d'un excès de vitesse. Que répondez-vous à ça, monsieur le porte-parole? Non, les services compétents feront le nécessaire. Il y a un constat qui a dû être fait déjà par les services de la police. Toutes les hypothèses peuvent être mises sur la table, mais le cas échéant, puisque vous parlez d'excès de vitesse, ce serait l'occasion, votre plateau et tous autres qui pourraient être utiles, ce serait l'occasion de sensibiliser les citoyens en général. En général. Et certains en particulier, à la nécessité de la prudence sur nos voies. Et vous voyez, on peut tirer argument de cela lorsque la police républicaine se met sur les corridors pour nous inciter à ne pas faire d'excès de vitesse. Nous sommes les premiers à rechigner, à penser que les policiers, ils en font trop. Et moi, j'aime taquiner nos concitoyens qui disent qu'il n'y a pas d'argent, mais qui sont prompts à se faire arrêter pour excès de vitesse. Je dis, mais vous n'avez pas d'argent, vous êtes prêt à donner tout le temps 5 000, 10 000 pour excès de vitesse ou pour avoir brûlé le feu. Donc, si les conclusions valident la thèse de l'excès de vitesse, c'est l'occasion pour nous d'en appeler à la conscience de chacun. Les conducteurs en particulier, chacun de nous, à qui il arrive de prendre son volant ou son guidon, de nous convier à ce sens de responsabilité et de prudence sur les voies. Nous revenons à nos questions du jour. On va démarrer par les décisions prises en Conseil des ministres. Conseil des ministres, vous venez de le rappeler, auquel a participé feu désormais, Yves Kouaro Chabi. Alors, monsieur Wilfried Léon Moubedji, on a appris que le gouvernement a décidé d'octroyer à ce cadre de concertation, notamment le comité qui va piloter l'audit du fichier électoral, l'intégralité du budget demandé pour cet audit. Il y a une certaine confusion au sein de l'opinion que nous aimerions bien que vous dissipez. Concrètement, les fonds que vous déboursez serviront à auditer quoi? Bien, les fonds leur permettront de faire le travail qu'ils ont envie de faire.
Patrice Talon, en le disant la dernière fois, en autorisant, parlait du registre, ou même s'il voulait, le logiciel d'extraction de la liste. Mais eux, ils disent qu'ils veulent auditer le fichier électoral qui lui donne un nom. N'existe pas. Il lui donne un nom. L'ANIP fait un travail. Et à la veille de chaque échéance électorale, extrait ce qui doit être la liste électorale pour aller aux élections. Si c'est ce qu'ils veulent, les portes leur sont ouvertes. Si c'est autre chose, les responsables de l'ANIP sont à leur disposition pour leur expliquer et mettre à leur disposition les intrants dont ils ont besoin pour faire leur travail. Le plus important pour nous au gouvernement, c'est que conformément à l'engagement qu'il avait pris en novembre 2023, réitéré un an plus tard au niveau du gouvernement, lorsque c'est parti, après avoir pris le temps de latence que nous avons observé, se sont décidés à saisir formellement le chef de l'État, c'est que conformément à cet engagement, le président de la République et le Conseil des ministres sont instruits pour que les fonds demandés soient mis à disposition. Et vous l'aurez noté, le budget qu'ils ont introduit a été intégralement adopté par le Conseil des ministres, sans une virgule en moins, sans un franc en moins. Le Conseil a instruit pour que exactement le montant qu'ils ont demandé leur soit mis à disposition, parce qu'il n'y a rien à cacher. Et nous sommes confiants en la qualité technique du travail qui est fait. Et à partir de ce moment-là, on est sûr qu'à l'arrivée, eux-mêmes, ils attesteront bien qu'au plan technique, c'est un travail formidable qui se fait. Il peut y avoir des aspects d'amélioration de tel ou tel process éventuellement. Nous sommes tout ouverts à cela, mais nous n'avons aucune crainte en ce que le résultat à la fin sera positif. À ceci près, monsieur le porte-parole du gouvernement, que l'argent public ne se décaisse pas à l'emporte-pièce. Ce n'est certainement pas sous le magistère Talon. Et donc, la question, c'est de savoir exactement ce que le cas de concertation de l'opposition a inscrit dans les TDR comme matière concrète, processus et acteurs à impliquer dans ce travail technique du fichier électoral. Voilà, que vous ont-ils soumis au gouvernement pour que près de 60 millions aient été décaissés? Oui, vous avez raison vous avez raison, M. Sonovo, de vous préoccuper de la bonne gouvernance, mais vous savez aussi que c'est une marque de fabrique de notre gouvernement. J'ai dit que l'idée c'était d'éviter toute polémique en ne chipotant pas sur les différents chapitres que contient ce budget. Mais le budget en lui-même, il comporte une pléiade de lignes dans lesquelles vous verrez entre autres des achats de quelques équipements de reprographie, et ordinateurs, imprimantes, et des recrutements de quelques agents de soutien. Non, il y a une liste de 5 experts qu'on a vus, tous des Béninois, et on n'a pas voulu s'attarder là-dessus. Donc, ils ont quelques recrutements à faire, et puis les émoluments de ceux qui vont travailler avec eux, ceux qui vont être associés. Donc, somme toute, 159, un peu moins de 160 millions pour la quiétude des Béninois, pour que demain, aucune force politique ne vienne à dire c'est parce que j'ai des soupçons sur la liste ou sur ce qui sert de liste électorale que je ne participe pas aux élections ou qu'on m'a battu. Nous ne voudrions pas que dans 1 an et demi, quand les élections auront lieu, qu'on en soit à entendre ce genre de récrimination. Et c'est pour ça que aussitôt introduit au garde des Sceaux, leur demande est arrivée au niveau du gouvernement les jours d'après, et voilà la décision du Conseil des ministres. En cas de remise en cause éventuellement du fichier électoral ultime qui aura été produit par l'ANIP pour l'usage électoral, une contre-expertise devrait venir de la part du gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-nous un peu. Non, déjà, je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de remise en cause du travail de l'ANIP. Non, il peut y avoir des suggestions pour dire prenons mieux en compte tel aspect, et organisons ceci de telle façon. Mais en venir à une remise en cause fondamentale, je peux vous certifier que non, parce que l'ANIP fait quand même un travail de base fondamentale en ce qui concerne la qualité de l'état civil désormais. On a un état civil qui se modernise, qui s'améliore, et au bout de quelques années, c'est clair qu'on va arriver à un niveau de qualité tel que, par exemple,
Et vous avez dû noter, il y a quelques heures, une veine polémique qu'on a essayé de faire naître sur les réseaux parce qu'on rapporte les vieux propos d'un responsable du ministère de la Justice évoquant à l'époque plus de 500 000 morts sur les listes électorales et ça remonte à 2021. Combien sommes-nous, Béninois, de toute famille, en ville et particulièrement dans les campagnes, à déclarer systématiquement les décès par exemple? Combien sommes-nous? La plupart du temps, on ne s'en préoccupe pas. De sorte que quand la liste va sortir, et on peut prendre le pari que même la liste qui sortira dans quelques mois pour les échéances de début 2026, vous allez y retrouver des gens qui sont déjà décédés. Or, lorsque l'ANIP procède à l'affichage pour qu'on aille voir est-ce que mon nom figure bien sur la liste, c'est aussi au fin de dénoncer les cas de décès afin qu'on puisse procéder à leur retrait de la liste pour l'apurer. Bon, et donc en général, les gens ne se préoccupent pas de ça, mais le processus qui est en cours doit nous permettre à terme d'arriver à ce que systématiquement ou presque systématiquement les décès soient déclarés et que les actes subséquents soient posés par les responsables compétents au niveau de l'ANIP, à telle enseigne que quand une liste viendra sortir à la veille d'élection, on soit sûr qu'elle comporte rigoureusement ceux qui sont vivants et peut-être des cas anecdotiques de décès non radiés de la liste. C'est pour cela justement que l'une des forces de l'opposition suggérait qu'au lieu de débourser autant d'argent pour un pseudo Audi, là je transcris presque ses propos, voilà justement pour ne pas nommer cette formation politique, au lieu de débourser autant d'argent, d'utiliser ces fonds pour faire dans de la sensibilisation, ça serait beaucoup plus bénéfique, d'autant plus que les électeurs sont les vrais auditeurs d'une liste électorale. Ce message n'a-t-il pas fait écho au niveau du gouvernement, M. Buffon-Ndéji? J'entends le message, l'approche de FCBE, mais en l'espèce, ce n'est pas FCBE, ce parti qui était demandeur. Et il fallait pour nous, en tout cas, éviter toute polémique. Maintenant, le fait de satisfaire les attentes de cette frange de l'opposition n'empêche nullement l'ANIP d'organiser la sensibilisation conséquente autour afin que ce qui est attendu comme résultat, in fine, soit atteint. Ce qui semble aussi incompréhensible pour certains Béninois, c'est que le chef de l'État soit complètement favorable jusqu'à débourser le budget nécessaire, tandis que sa majorité, la majorité présidentielle, n'est pas du tout solidaire de l'initiative. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Moi, je vais vous demander s'il n'y a pas de non-dits et qu'on ne tourne pas quelque peu, un peu comme d'autres confrères l'ont dit, l'opposition en rond. Non, ça devrait plutôt vous rassurer. On m'a déjà posé la question il y a quelques mois et j'ai indiqué que les partis qui soutiennent le gouvernement, qui soutiennent le président, ne sont pas le gouvernement. Ces partis ont une approche qui n'est pas celle du parti d'opposition et de ses alliés qui estiment qu'il y a un problème. Et ils s'en sont expliqués. Donc à partir de ce moment-là, le gouvernement est en droit de poser l'acte qu'il a posé, donc de répondre favorablement à la demande de ces partis d'opposition qui ont une préoccupation. Les autres ne l'ont pas. Parce qu'on n'a pas cette préoccupation, vous nous associez, on vous dit non, on n'est pas intéressé, parce que franchement, ce n'est pas notre préoccupation, c'est vous qui en avez, donc allez-y. D'autant plus que l'opposition, ou plutôt cette partie de l'opposition, sera seule à faire son audit. Quel sera le sort à réserver à ces résultats? Oui, mais déjà qu'ils y arrivent et qu'ils transmettent. S'ils transmettent, une chose est sûre, il y a des aspects, s'ils sont pertinents, je suis convaincu qu'ils seront pris en compte. Mais encore une fois, moi je n'ai aucun doute sur la qualité du travail qui est fait et je suis convaincu qu'ils en attesteront, quitte à relever quelques aspects d'amélioration possibles. Autrement, nous avons du bon travail qui est fait. Ce que vous présentez, c'est que le gouvernement ne s'ingère pas du tout. Enfin, il se débrouille, puisqu'on a mis les moyens à disposition. Ne s'ingère pas et ne s'inquiète pas du résultat qui va arriver à la fin. Monsieur le porte-parole du gouvernement, voilà, le montant alloué à l'audit du fichier électoral n'est pas la seule décision importante prise en dernier Conseil des ministres. Il y a eu aussi la décision d'acquisition de nouveaux scanners option cardiologie. Est-ce que cette seule acquisition suffit par rapport aux besoins et aux complaintes? Ah non, ne voyez pas en termes de cette seule acquisition. Elle vient compléter la grande masse d'acquisitions qui aura déjà été faite, aussi bien pour le CNHU que pour les autres centres de santé à l'intérieur du pays. Et ne parlons pas de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi.
L'acquisition de ces scanners vient plutôt pour renforcer les équipements du CNHU-HKM afin d'apporter plus de solutions aux patients. Aujourd'hui, nous avons des scanners, nous avons l'IRM au CNHU. Mais vous savez qu'en temps, nous avions fait la fusion de CNHU et de l'HIA. Ce scanner, lui, il est dédié à être installé sur le site de l'ex-HIA. Donc, déjà créer une certaine décongestion de ce côté-ci et offrir une certaine flexibilité dans la réalisation des examens et donner plus de solutions aux patients, mais en même temps à tous les praticiens qui, du fait de la situation actuelle, peuvent mettre un peu plus de temps à satisfaire tel ou tel avec un nouveau scanner, un autre plus tard, on améliore toujours les conditions de travail, mais aussi l'accès aux soins de santé pour nos concitoyens. Vous l'avez dit, déjà une IRM, là, un scanner pour l'option cardiologie. Mais est-ce qu'avec ces acquisitions, les plaintes des clients, puisqu'il reste des clients, les clients des hôpitaux ont cessé pour autant, M. Onguidi? Non, les patients, que ce soit, nous on ne les voit pas comme des clients. En tout cas, dans les hôpitaux publics, on ne les voit pas comme des clients, on les voit comme des patients. Et nos concitoyens dont on a le devoir d'assurer la bonne santé à travers un accès diligent aux soins, mais à travers aussi des soins de qualité que les agents recrutés par l'État leur délivrent. Les plaintes, il y en aura toujours, comme il y en a ici et ailleurs, quel que soit le niveau de développement qu'on a atteint. Si ça n'est pas que tel hôpital, du fait de sa réputation ou de bons services, est pris d'assaut, ce serait peut-être qu'il n'y a pas encore suffisamment de médecins ou de spécialistes ici, parce que prenez n'importe quel centre, hein, vous avez peut-être qu'aujourd'hui 5 spécialistes, on parle de cardiologie, vous avez peut-être 5 spécialistes, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être 5 spécialistes, et voilà qu'on met un scanner avec option cardiologie, et ça va faire que là où il n'y a pas ce type d'équipement, les gens qui vont ailleurs vont courir désormais pour venir là. De sorte que les 5, s'ils étaient 5, peuvent être débordés du jour au lendemain parce qu'il y aurait une plus grande affluence. Bon, on ne souhaite pas qu'il y ait des malades, et encore moins de plus en plus de malades du cœur. Mais c'est pour illustrer ce que nous disons. De sorte que notre engagement à nous, c'est anticiper autant que possible en mettant à disposition les équipements de qualité, en recrutant aussi en masse dans le secteur santé et en modernisant de plus en plus le plateau technique. Et quand on fait ça, c'est espérer que de moins en moins, il y ait des plaintes à enregistrer et à gérer. L'anticipation, certes, je ne vous mâche pas la langue, l'anticipation, certes, M. Onguidi, mais est-ce dire que les autres unités, c'est-à-dire les autres spécialités, sont déjà comblées en matière justement d'infrastructures modernes? Non, on a fait un effort depuis quelques années d'équipement de presque tous les hôpitaux, centres de santé publics. On modernise le plateau technique. Et ça, c'est un processus continu. Ce qu'on fait aujourd'hui ne sous-entend pas qu'on n'en ferait plus dans quelques mois, dans quelques années. Donc, c'est un processus et nous allons crescendo. Il y a eu des équipements, il y en a maintenant et il y en aura encore après. Monsieur Wilfried Onguidi, on comprend les efforts du gouvernement pour améliorer le plateau technique, moderniser. Je reprends votre mot. Justement, parlant de modernisation, l'une des plaies de tout système médical, de toute offre médicale, c'est justement le diagnostic. Quand il est faussé, cela hypothèque la qualité du traitement mis en place et donc la santé. Il a été récurrent de remarquer à un certain moment du pays, justement, la qualité des diagnostics, ce n'est pas seulement au niveau de l'imagerie médicale, mais également des analyses de sang, de sorte que, justement, les patients se voient obligés d'aller à l'étranger. Est-ce que le niveau, les standards des équipements acquis, on s'est assuré que c'est vraiment au top pour éviter cette sorte d'exode sanitaire? Il n'y a aucun doute à avoir sur la qualité des équipements. Mais vous évoquez des situations qui peuvent relever soit de la défectuosité des équipements, soit du manque d'expérience ou de fautes professionnelles parfois des acteurs. Nous, en veillant à mettre autant de rigueur, tel que nous faisons depuis quelques années, de façon générale dans le pays, mais en particulier dans le secteur santé, c'est parce que nous voulons avoir des professionnels qualifiés, conscients de leurs responsabilités et disponibles pour les populations. Donc qu'il y ait des erreurs médicales parfois, qu'il y ait des défauts dans le diagnostic au point
de mettre en difficulté la qualité ou l'efficacité des soins qui viendraient à être administrés aux patients, c'est un fait. Nous souhaitons qu'il y en ait de moins en moins parce que nous travaillons justement à avoir des professionnels. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans le même Conseil des ministres, la décision relative à nos concitoyens qui se font former à l'étranger, et quand je dis à l'étranger, il faut encore circonscrire, dans des écoles privées de formation aux professions de santé dont on ne maîtrise pas grand-chose. Qui est le promoteur de cette école? C'est quoi son profil? Qui sont ceux qui dispensent les cours? C'est quoi leur profil? Les gens y entrent avec quel diplôme? Regardez, par exemple, au Bénin, vous ne pouvez pas avoir accès à ces formations sans au minimum le bac. Sans au minimum le bac. Ou anciennement, le BEPC, plus un diplôme d'infirmier ou de sage-femme d'État, donc équivalence bac, avant de pouvoir y aller. Or, dans la sous-région, on connaît des écoles où on ne se formalise pas trop autour du diplôme de base que vous apportez. Vous pouvez être titulaire du BPC, du CEPE ou même pas. Et puis, vous avez accès à ces écoles et vous en sortez diplômé. Donc, on a commencé à faire un tri parce que, à l'observation, et l'ARS faisant son travail, les missions d'inspection du ministère, on a relevé des cas, justement. Et je ne veux pas dire que c'est exclusivement de le faire, mais on a relevé des cas de mauvaises pratiques, d'erreurs, avec des conséquences irréversibles parfois pour les patients. Et on s'est intéressé à la question pour voir qu'il y avait une forte affluence de certains de nos enfants vers ces écoles qui font parfois dans la publicité surabondante sans donner aux parents les moyens d'apprécier la qualité des enseignements qui y sont donnés, lesquels parents, voulant le meilleur pour leurs enfants, croient que ces écoles offrent de bonnes conditions et vont faire inscrire les enfants. Et puis, eux, ils ne sont pas responsables du contenu des cours là-bas. Donc, on veut désormais que ces enfants qui ont été, et vous voyez la cohérence de la décision, on leur offre de venir faire un recyclage. Si vous avez fait ces écoles-là, qui ne sont pas homologuées par le gouvernement du Bénin, parce que nous avons une liste d'écoles privées de formation aux professions de la santé validées, dont les diplômes peuvent faire l'objet d'équivalence au Bénin. Et je parle d'écoles privées, pas d'écoles publiques. Qu'il s'agisse d'écoles africaines ou étrangères, américaines, européennes, nous avons une liste. Il se fait que beaucoup d'autres centres ne sont pas sur notre liste d'écoles. Donc, leurs diplômes ne sont pas formellement reconnus chez nous. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'équivalence. Mais comme les enfants y ont été, que leurs parents ont déboursé, nous disons, bien, ils ont eu ces diplômes-là, ils veulent venir servir au Bénin, dans l'administration publique ou dans le privé, on les soumet à un recyclage pendant un an. Exactement comme vous devez le savoir, vous. On a des médecins qui sont formés au Bénin, y compris dans notre université publique et surtout, mais qui vont à l'étranger parfois et on les soumet à une reprise d'année avant de leur reconnaître la qualité de médecin. Donc nous disons désormais, ceux qui ont eu ces diplômes, d'accord, c'est peut-être pas leur faute, mais pour qu'on soit sûr qu'intervenant sur l'humain, ils le fassent avec conscience et efficacité, on va s'assurer du bagage intellectuel qu'ils ont et de leur conscience professionnelle, dont ils feront un an de recyclage, renforcement de capacité. À l'issue, avec le test qu'ils font, ceux qui en sortiraient positivement auront l'équivalence, ceux qui n'y arriveraient pas auront la possibilité de reprendre une fois, ceux qui seraient en dessous de minima exigibles, on considérerait que, bon, franchement, c'est probablement des gens qui se sont perdus de chemin parce que leur vocation n'était pas là. Ces séances de recyclage de stage, je venais de le dire, ceux dont les niveaux seront confirmés recevront certainement d'office leur équivalence de diplôme. Alors, pour ceux-là qui devront suivre tout un processus de stage, voilà, de remise à niveau, alors, après cela, quel sort leur sera réservé? Est-ce un recrutement d'office dans l'administration, enfin, dans la fonction publique, ou bien vous les laissez se débrouiller après? Non, en fonction des besoins. Regardez, là, par exemple, le ministère du Travail, en lien avec celui de la Santé, organise le recrutement de 796 agents au profit du ministère de la Santé. Préalablement, nous avions déjà recruté des milliers. Peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, on aura besoin de recruter 2000 à nouveau. Si en temps, ils ont eu leur certification chez nous, leur habilitation à exercer, ils sont
libres de participer au concours ou bien ouvrir pour leur compte. Mais désormais, sans ça, vous n'avez pas le quitus au Bénin pour vous installer ou pour prendre part à un concours de recrutement dans la fonction publique. C'est à l'honneur du gouvernement parce que la santé n'a pas de prix, c'est une matière délicate, on ne peut pas s'amuser avec ça. Le recyclage, la remise à niveau, c'est aux frais de qui? Mais le ministère de la Santé fera savoir les conditions spécifiques. Dans tous les cas, l'État mettra à disposition le cadre, le personnel, et puis s'il y a une contribution que ces personnes doivent verser pour prendre part à ce recyclage-là, les modalités, les montants leur seront indiqués le moment venu. Je voudrais soumettre à votre... je ne vais pas utiliser le mot conscience du gouvernement, mais enfin, mettre sur la table une situation liée à la qualité et à la pénurie potentielle d'un personnel spécialisé dans l'univers du diagnostic médical. Ce sont les médecins biologistes. Ils sont très utiles et offrent une expertise affinée justement en la matière. Et la question, me semble-t-il, aurait été adressée au ministre de la Santé. Comment est-ce que c'est traité par le gouvernement? Monsieur Sonovo, est-ce que vous avez des doutes que un gouvernement qui a investi autant dans la santé, un gouvernement qui a réalisé l'hôpital de référence de Calavi ne se préoccupe pas de cette dimension de votre question? Donc, or, avec ce que nous faisons aujourd'hui, nous disons qu'il y a une certitude. La dynamique qui est en cours, qui est faite d'exigences soutenues, accrues, de plus en plus au quotidien, est telle que nous arriverons forcément à terme, et je suis convaincu que ce ne sera pas à long terme, nous arriverons à un moment où l'exigence est partout. Les normes et standards en vogue ici correspondent à ce qu'il se fait de mieux ailleurs. Quand on commence généralement, nous sommes incompris, vous êtes les premiers à nous taper dessus. Et derrière vous, les journalistes. Vous n'allez pas nous faire le procès d'une exigence. Monsieur Sonovo, quand nous commençons généralement, vous des médias, vous trouvez que, mais ils sont trop exigeants, on est quand même au Bénin, avec nos habitudes parfois approximatives. Pourquoi ils ne nous laissent pas végéter dans... Et puis, non, avec vous parfois, un instant madame, avec vous parfois, les populations, puis à l'observation, au bout du rouleau, chacun se dit, oh mais le président il avait raison, le gouvernement il avait raison parce qu'on commence à voir les effets. Je vais donner, on va caricaturer. Aujourd'hui, Cotonou, j'entends des citoyens qui disent, il y a trop de travaux dans Cotonou parce qu'on a du mal à circuler. Oui, il y a trop de travaux. Moi, je ne dirais pas trop. Je dirais qu'il y a beaucoup de travaux. Asphaltage. Vous pensez que quand vous allez dans toutes les rues asphaltées, là, tous les habitants de ces rues, vous pensez qu'ils sont pressés à la même enseigne que l'asphaltage se fasse? Les gens qui ont leur petit commerce dans la rue, en excroissance de leur domaine, ceux qui ont les baraques sur la place publique, lorsque l'asphaltage doit passer, il faut dégager, non? Mais vous pensez que ces personnes sont aussi pressées que les autres parce qu'elles se disent, les 6 mois ou 8 mois que ça va durer, je suis obligé de me déplacer alors que si on me laisse dans ma poussière ici, dans ma saleté, j'ai ma baraque, au quotidien je gagne 500 francs, 1000 francs, alors que pendant la durée des travaux, peut-être que je gagnerai 300 ailleurs, mais beaucoup ne se disent pas, ok, je vais avoir quelques désagréments. Mais là où je suis, je dis à mon propriétaire ou moi-même, j'aménage rapidement une petite boutique à la maison, attenante à la clôture, donc ouverte sur la rue, pour que dans 6 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, j'ai une boutique digne du nom pour la rue en cours d'asphaltage et que mes clients viennent ici avec des commodités améliorées. Donc voilà parfois les paradoxes auxquels on doit faire face, mais notre devoir, c'est de convaincre les populations et de dire ce que nous faisons là, c'est le chemin pour gagner l'amélioration des conditions de vie au plan collectif comme au plan individuel. Monsieur le porte-parole, c'est un paradoxe purement humain, c'est humain. L'homme est ainsi fait, on s'agace des désagréments de circonstances, mais on se réjouit des perspectives futures. Cependant, ce qui intrigue et qui interroge parfois, au détour de ce déploiement massif de chantiers de travaux par le timing fin de mandat, c'est justement de se demander si, en déployant tout ce trésor de travaux publics, Talon a vraiment envie de partir. Oh là là. Mais il se ménage un dernier tournant confortable. Au sein de la majorité, la question elle est posée. Hein. Oui, et j'entends les concitoyens de toutes conditions, les Béninois ordinaires comme des responsables de premier plan qui s'interrogent en privé
ou publiquement, ou bien torbi sur la nécessité ou l'obligation pour le président de la République de respecter les tests en partant et qui ose la réflexion, les déclarations même en disant ben, nous on pense qu'il faut qu'il reste. Ce n'est pas parce que la fin du mandat est dans 15 mois que les travaux essentiels qui améliorent nos conditions de vie, qui apportent un plus dans le quotidien de nos populations, on va les freiner en disant si on les fait maintenant, on va soupçonner le président Talon de faire tellement de travaux que les Béninois en soient satisfaits au point de dire président, on ne veut pas que tu partes. Non, c'est de devoir pour le président, c'est de devoir pour le gouvernement de conduire les chantiers qu'il a prévus à son PAG. Lesquels chantiers ont été annoncés depuis un certain temps et les diligences subséquentes entreprises pour que leur version physique se manifeste. Et nous avons bon espoir que ces travaux, autant qu'ils sont, conduits à terme, améliorent nos conditions de vie, particulièrement ici nos conditions de mobilité, de salubrité, embellissent nos villes. Et ça, c'est au profit de tous les concitoyens qui, du reste, sont aussi, par leurs efforts divers, des co-auteurs de ces travaux. Donc ce serait à tous les Béninois à la fin qu'il faudrait faire le procès de faire beaucoup de travaux en fin de mandat. Mais à un moment donné, il doit pouvoir arrêter, d'autant plus que vous commencez à compter les mois restants. Mais il va arrêter, l'État ne s'arrête pas. Le Bénin est éternel, vous direz le président Talon. Oui, qu'il finisse ce qui peut être fini pendant qu'il est là, et que celui qui arrive après continue ce qui serait en cours ou ce qui est prévu et qui pourrait être mis en œuvre. Donc la frénésie ne profitera pas qu'aux Béninois, mais surtout aussi aux Dauphins, qui aura un très bon thème de campagne. Mais tant mieux. Ceci dit, des chantiers vont s'ouvrir sans doute aussi tout à l'heure vers le dernier tournant du mandat et seront poursuivis par le successeur. Je voudrais vous rappeler un important chantier que vous avez évoqué dans un conseil des ministres. Vous souriez parce que vous me voyez venir. Le grand oui. Canular ou chantier potentiel à ouvrir avant la fin du mandat? Je voudrais vous rassurer de ce que l'ouverture des chantiers n'obéit pas à un agenda subjectif, encore moins électoraliste. Ils sont prévus parce que nous avons jugé et décidé qu'ils sont importants pour le Bénin et pour les différentes villes où ils sont implémentés. À partir de ce moment-là, dès que les conditions sont remplies, qu'ils arrivent à maturité, quel que soit le moment où l'on se trouve, on annonce leur mise en œuvre. Par conséquent, le contournement nord, qui aurait pu être lancé en d'autres temps, dans des circonstances particulières, mais aurait apporté de la gloire à un homme immédiatement. Mais peut-être qu'on n'aurait pas tiré le maximum de ce projet pour le Bénin. Et c'est pour cette raison que celui que vous soupçonnez de vouloir agir ainsi a dit non, pour ma gloriole, non, on ne fait pas ça maintenant. Il faut que ça mûrisse. Et actuellement, il y a des travaux en cours qui avaient été commandés, c'est vrai, pour un délai de 5 mois. Et la dernière fois que j'ai évoqué ce sujet avec le ministre du cadre de vie, il m'a dit oui, on a regardé comment optimiser encore ceci ou cela, donc ça prendra un peu plus de temps. Mais si ça arrive à maturité et que ça peut être lancé dans 6 mois, on lancerait dans 6 mois. Si ça peut être lancé dans 1 an, on lancerait dans 1 an, sachant que le successeur va prolonger l'œuvre et que les travaux vont se dérouler à terme. Qu'est-ce qui a fait souci dans la maturation de ce projet? Ce sont les calculs de coûts d'opportunité? Non, c'est différents aspects que les spécialistes ou les techniciens vous diraient. Regardez, par exemple, quand on a relancé les études, on a décidé de faire une bretelle entre Calavi-Kota et la lagune là-bas. On a décidé de prolonger en même temps le linéaire jusqu'à Kassato parce qu'aujourd'hui, on a Glodjigbe qui devient un pôle industriel majeur. On a commencé à dédoubler la voie de Glodjigbe à Kassato à Alada dans la perspective du dédoublement entier de Cotonou-Boycon d'Assazoumé. Et on a trouvé pertinent de ne pas arrêter ce chantier à Calavi-Kota, mais de le prolonger jusqu'à Kassato. Donc là, il faut voir quelle est l'emprise impactée. Est-ce qu'il y a des gens à déplacer? Est-ce qu'il y a des expropriations à faire? Il faut faire les calculs. C'est un peu de tout. Mais je vous rassure que quand nous aurons fini, quels que soient les délais, parce que c'est un projet structurant pour nous, pour le développement du Bénin et en particulier du Grand Nokoué, quand nous serons prêts à le lancer, nous le lancerons.
Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, dans l'élan des suscitations, je reviens là-dessus, beaucoup s'interrogent sur le fait pourquoi Patrice Talon lui-même ne sonne pas la fin de la récréation, d'autant plus que ça vient de son camp, que lui-même l'a dit à plusieurs reprises, vous l'avez reprécisé, qu'il ne fera pas un autre mandat. Pourquoi lui-même ne demande pas à ses soutiens d'arrêter à un moment donné? Est-ce que ce n'est pas ses soutiens justement qui sèment le doute dans la tête peut-être des incrédules? Alors, tous ces soutiens dont vous parlez ont entendu le chef de l'État comme vous l'avez entendu. D'accord, oui. Tous ces soutiens m'ont entendu à plusieurs reprises comme vous m'avez entendu. Et pourtant? À quoi servirait-il pour le chef de l'État aujourd'hui de revenir, réitérer cela ou dire à ses soutiens, arrêtez, si on sait très bien que, ayant affaire à la matière humaine, une fois qu'il a dit ça, la minute d'après, il y aura des gens pour le dire, vous ne pouvez pas fermer leur bouche, vous ne pouvez pas attacher leurs doigts pour les empêcher de pianoter sur leur clavier, de leur chambre, du marché, du champ pour dire, moi je voudrais que le président Talon reste au-delà de 2026. Ça c'est leur vision à eux. Mais le président ne nous a pas dit, j'adhère à cette vision. Du tout. Ils sont des citoyens, libres à eux. Si demain, ils constatent que bon, leur profession, leurs appels n'ont pas produit le résultat, je suis sûr que, contre mauvaise fortune, ils feront bon cœur. Parce que la République doit continuer, au-delà de chacun de nous. Quand on sait, comment je vais dire, la rigueur morale à laquelle le président nous habitue et qui ponctue ses actes et ses postures, ne serait-il pas à son honneur justement de convier ceux de son premier cercle à éviter ce spectacle un peu malsain, à inviter le premier d'entre nous à un acte anticonstitutionnel? Ne serait-il pas à son honneur? Et on peut laisser l'opposition continuer à supputer à bon droit éventuellement, mais des gens de son rang, dans son rang, ça nourrit une sorte de... Ça agace à la limite l'opinion, ça suscite le doute. Bon, ou bien lui-même il s'en amuse. Monsieur Sono, vous devez vous avoir une assurance. Vous parlez d'acte anticonstitutionnel. Si l'acte anticonstitutionnel est qu'il est posé, il y a un gardien de la Constitution qui dira ben, votre acte il est anticonstitutionnel. Revoyez votre copie. Donc à partir de cet instant-là, vous devez être tranquille. Sans dénier à ce gardien de la Constitution son intégrité, on a eu droit à des revirements ici jurisprudentiels. Oh, oui, donc cela ne donne aucune garantie. Vous avez eu quelques curiosités ici parfois et ou ailleurs, je vous le concède. Mais on est au Bénin et on est au Bénin de 2025. Et on est dans ce Bénin de 2025 qui change formidablement à nos yeux, aux yeux du monde entier. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. J'espère que vous avez commencé à lire que ça commence à bouger un peu dans les partis politiques où le processus de désignation des candidats serait en train d'être... L'échéance énoncée s'approche aussi, n'est-ce pas? Bon, l'échéance énoncée par Patrice Talon s'approche aussi. Alors, mais à partir de ce moment-là... C'est tout à fait normal. À partir de ce moment-là, ne vous préoccupez pas de ceux qui, parce que c'est leur conviction à eux, pensent que le président doit rester. Vous voyez bien que la dynamique commence à bouger dans les partis. Attendez de voir. Peut-être il nous appartient à nous les médias de ne pas se laisser distraire par les intermittents du spectacle. Bon, alors peut-être ne leur prêtez plus attention. Allez, nous allons évoluer puisque le temps commence à nous manquer. Monsieur Ongwedi, toujours dans ce même Conseil des ministres, il a été déclaré d'utilité publique la zone administrative et commerciale de Ganri avec une expropriation en cours. Sous quel prisme devons-nous comprendre la mesure, la décision, au regard bien évidemment de ce plan spécial d'aménagement qui existe depuis 2001? Bien, là, il s'agit déjà d'un renouvellement de la déclaration, parce que vous avez noté que cela avait déjà été fait. Et même bien avant, Jean Talon, dans les années 2001, et pas vraiment suivi des faits. Fort heureusement, aujourd'hui, chacun peut voir la requalification urbaine de la ville de Cotonou. Quand vous allez à Ganri aujourd'hui, vous avez un peu deux zones. La première zone avec ce marché, et à partir de la loterie jusqu'à Herval, là-bas, vous avez le grand boulevard. Et il est de bon ton pour nous de redonner à cette zone sa vocation, en faire une zone commerciale et administrative. Et il y a aujourd'hui sur place des infrastructures, des bâtisses qui jurent avec cette ambition. Donc, la réitération
de cette déclaration d'utilité publique, c'est pour effectivement maintenant mettre en œuvre cela. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que le programme asphaltage phase 2 a cours dans la zone là, mais on a dû faire suspendre pour le moment. Pour ne pas finir asphaltage, alors même qu'il y aurait des aménagements substantiels à faire et que vous prenez les quelques industries qui y sont, le mouvement incessant des camions dégrade régulièrement, alors que ces industries, et particulièrement la cimenterie, n'a plus sa place là. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose de cohérent. Et nous voulons à terme que cette zone soit reconnue comme une zone administrative et commerciale et non plus comme une zone industrielle. Il y aura des habitations, ce n'est pas interdit. Mais on leur demande de se structurer, de se mettre aux normes parce qu'il y a des indications techniques architecturales qu'il faut respecter. Et on les invite à ça. Alors justement, comment vont s'opérer alors, M. Ngbeji, les expropriations parce que c'est prévu? Suivant les procédures habituelles en la matière. Vous voyez, le compte rendu a même dit que toutes les habitations, toutes les parcelles ne feront pas l'objet d'expropriation définitive. Seules les parcelles ou l'open tech qui auront été identifiées pour abriter des projets en particulier feront l'objet d'expropriation définitive. Donc là, on n'y va pas à l'aveuglette. Monsieur le porte-parole du gouvernement, au cœur de l'actualité également gouvernementale, c'est la mise en vente des logements économiques et sociaux de Wedo. Si on prend le montant de 97 000 pour le type D, une certaine gamme de logements, est-ce que c'est vraiment à la portée du Béninois moyen? Est-ce qu'on est là dans le social? Bien, déjà, je crois que ça a été une très bonne nouvelle accueillie par nos concitoyens d'ici ou d'ailleurs, parce que si vous avez une idée de l'afflux des demandes depuis qu'on a annoncé que ces logements seraient mis en vente, vous pouvez vous rendre compte du succès évident de ce projet auprès des Béninois, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora. Et ce sont des travailleurs. Pour répondre à votre question, on a dit, pour certains types de bâtiments, le loyer mensuel que vous versez et qui vient en déduction progressive du prix de vente du logement ou de la maison, 97 000. Et en fonction du type de bâtiment que vous avez choisi et de vos revenus, vous pouvez payer. Vous avez la possibilité d'intégrer sans rien verser. C'est comme si vous louez une maison. Si vous louez chez un propriétaire ordinaire, vous pouvez passer 20 ans, vous payez votre loyer pendant 20 ans, vous vous débrouillez pour économiser, pour construire votre propre maison. Mais ici, si vous entrez, le loyer que vous payez est déduit du prix de vente. Donc, si la maison vous coûte 10 millions et que vous versez 97 000 le premier mois, il vous reste 10 millions moins 97 000. Au bout d'un an, de 10 mois, vous aurez versé 970 000. Donc, il vous reste 10 millions moins 970 000. Vous payez un loyer, mais qui est en fait une partie du prix d'achat. Ce n'est pas comme une location classique où vous êtes chez un bailleur, vous avez une boutique ou une maison, vous payez autant que vous êtes là sans jamais devenir propriétaire. C'est en cela, il y a la valeur sociale, la valeur sociale qu'on demande. Ah, bien sûr. Et puis sur la qualité des bâtiments, des équipements qui y sont, et ensuite sur le délai de paiement. Vous avez des délais qui courent jusqu'à 17 ans, voire 25 ans. 25 ans, oui. Voire 25 ans. Sans oublier tout l'apport que l'État aura déjà fait à travers la bonification des taux, à travers les investissements qui ont été réalisés. Je vous mettrai au défi, Madame Toboula, si vous voulez faire votre propre maison, sur votre propre parcelle, avec toutes ces commodités, vous pouvez essayer et vous voyez n'importe quel spécialiste, il vous sort un coût d'objectif, vous allez voir que vous êtes peut-être à une fois et demie, 2 fois le prix auquel ces logements sont mis en vente aujourd'hui. Cela s'entend, hein, je la s'entends, mais certes aussi que nous sommes dans une société stratifiée, mais Monsieur Ngbeji, combien seront-ils ces Béninois à pouvoir débourser autant d'argent pour le faire? Vous voulez savoir Avant même que d'avoir lancé la commercialisation, quand on a annoncé, il y avait déjà plus de 200 000 inscrits. Oui, mais sans savoir les montants au départ. Non. Et les gens avaient bien une idée. Je peux vous le dire. Ils avaient une idée. Et il y avait déjà plus de 200 000 inscrits pour un programme global aujourd'hui de 20 000 logements. Et à Wedo, nous avons 10 849 de mémoire, je crois. Ajouter à cela ce qu'il y a dans les autres départements
qui est en cours, fini ou qui va venir. Donc, il y a un tel intérêt. On vous dit, vous avez la possibilité d'entrer, si vous êtes retenu, sans rien apporter. Vous avez la possibilité de faire un acompte ou de payer au comptant en disant, ah, moi j'ai assez d'économie parce que j'avais prévu ça, je vais payer au comptant. Moi, j'ai la moitié du prix. J'ai les 2 tiers que je peux verser. La CIMO regarde tout ça avec vous. Mais moi, je n'ai pas assez d'économie. Donc, je veux entrer et payer mensuellement. Mais c'est le plafond, hein, le plafond de la mensualité peut-être qui interpelle. À 97 000, oui, ça, par exemple. Ça, c'est le minimum, le minimum, le type D. C'est le minimum. Oui, mais vous pensez sérieusement que... Vous pensez sérieusement que... Non, ça, s'il vous plaît, c'est fonction de la qualité du logement. Absolument, ou de la maison que vous prenez. Bien, mettons 97 000, même à 300 000. Ceux qui doivent payer des mensualités de 300 000. Vous pensez sérieusement qu'il n'y a pas de Béninois, du public comme du privé, qui travaillent et qui peuvent payer? Il y a des gens qui payent 150 000, 200 000 francs de loyer dans Cotonou, Calavi, sans jamais devenir propriétaire des maisons. Quand on leur demande de payer 97 000... Monsieur Ngwedi. Oui, monsieur Soulou. Entre-nous. Oui. Entre-nous. Essayons de regarder la réalité en face. Enfin, ceux qui peuvent se permettre au-delà de 100 000 de loyer par mois, fonctionnaires ou travailleurs publics. Oui. Vous pensez qu'ils sont ils représentent quel pourcentage en dessous de 1 sur l'effectif des fonctionnaires? En fait, la question c'est de savoir si il ne serait pas intéressant au-delà des 10 000, puisque l'objectif initial c'était 20 000. Donc il y a encore de la marge. De prévoir des logements aussi pour des catégories de gains petits. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, à Ouedo et ailleurs, il y a des logements pour ce que vous appelez les gains petits. Quand on fait ces maisons-là, pour que les gens qui gagnent 150 000, 200 000 et qui veulent avoir une maison bien faite, avec les commodités, ils entrent. S'ils payaient même 60 000 ou 70 000 de loyer ailleurs, là où il ne sera jamais propriétaire, et vous lui dites de faire une fois de payer 100 000, il va payer. Il va payer. Et vous n'avez pas idée de combien de gens ont postulé. Vous n'avez pas idée. On ne sera même pas capable de satisfaire tout le monde. En définitive, vous soutenez que ces logements ont vraiment une valeur sociale. Puisque c'est sur ça que les Béninois vont vous juger. Ils ont une valeur sociale, une valeur économique, en lien avec leur qualité de réalisation, les équipements qui y sont, en lien avec l'apport substantiel que l'État a fait, en lien avec les conditions de paiement. Et j'ai donné l'exemple basique tout à l'heure. Quelqu'un qui va prendre ses logements en location à cession, il est possible pour lui de payer sur 17 ans ou sur 25 ans en fonction du type de logement. Mais vous prenez la même personne chez un locataire, chez un propriétaire, à Cotonou, à Calavi, à Porto Novo, à Paracou, il peut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la maison, il paye le loyer, il ne sera jamais propriétaire de cette maison-là. Voilà ce qui change fondamentalement. Et j'ajoute à ça la qualité. Vous pouvez faire un tour et vérifier. Moi, je vous donnerai ces détails, vous allez penser que non, et Ngwedi, c'est le VRP du gouvernement et du président. Donc, moi, je peux vous dire, il est allé voir des équipements sanitaires, il a dit, vous me remplacez tout ça, je veux des choses de telle qualité, parce que les gens qui vont mettre leur argent, il ne faut pas qu'ils soient amenés à changer régulièrement. C'est vrai que ça fait rêver. Après, pour la gouvernance, il faut qu'ils mettent en place. Qui est bien dit. Oui, mais il y a une suite. C'est qu'il faut que la gouvernance mette en place des politiques économiques qui élèvent les niveaux de vie et surtout de revenus. Ça aussi, c'est un challenge. C'est à ça que nous travaillons depuis et nous sommes convaincus qu'au fil des années, la situation globale et celle individuelle, elles vont s'améliorer progressivement pour tous. Cher Angela, il a été annoncé une tournée, en tout cas sur les réseaux sociaux, du président Talon. Est-ce que c'est le dernier tour d'honneur à travers le pays ou toujours une campagne déguisée pour son dauphin? 77 communes, n'est-ce pas, à parcourir. Quand ça, déjà justement, c'est la question. Oui, dites-moi quand est-ce que ça commence? C'est quand? Pour que je me prépare. C'est quand l'agenda précis? C'est en avril ou? Dites-moi. C'est confirmé ou pas, monsieur Ngwedi? Non, dites-moi quand ça commence. Le chef de l'État va-t-il en tourner ou pas? Ah bah, je ne suis pas informé. C'est vous des médias qui m'avez informé qu'il y aurait une tournée
en avril. Mais ne vous en étonnez pas, ne jouez pas à ce jeu parce que si ça se confirme, après vous aurez les fins. Ah ben attendez que ça se confirme. Et puis si ça se confirme, on en parlera. Moi, je n'ai pas cette information. Et le chef d'État ne nous a pas dit je vais en tournée à l'intérieur du pays en avril. Il ne nous a pas dit ça. S'il avait une tournée planifiée, programmée déjà, je suis convaincu qu'il en aurait parlé au gouvernement et ceux qui doivent prendre des dispositions particulières les prendraient. À l'heure où je vous parle, il n'y a rien de tel à l'heure où je vous parle, il n'y a rien de tel à l'agenda du président de la République pour les mois d'avril, mai, comme cela a pu être dit sur les réseaux et chez certains de vos confrères. Cela a fuité. Bon, ok, soit vous non, cela n'a pas fuité, c'est une spéculation de vos confrères. Vous êtes très habile. Peut-être parce qu'on estime qu'à la fin, il faudrait bien qu'à un moment donné, Patrice Talon dise au revoir. Oui, comment il compte le faire alors? Quand il voudra le faire, il déterminera le moyen et puis il nous dira. Est-ce que je refais le tour des 77 communes? Est-ce que je fais une déclaration solennelle en une fois pour l'ensemble du pays? La formule lui appartient et le moment venu, nous en serons tous informés. La formule lui appartient, mais vous êtes quand même celui qui lui chuchote à l'oreille. Vous êtes en charge de la communication. Beaucoup de pouvoir, monsieur Sounou. Oui, mais enfin, vous n'occupez pas la fonction pour rien, monsieur Wifula Ngwedi. On aurait du mal à vous croire là-dessus. Ah bon? Tout au moins sur cet aspect. Vous n'avez pas le sentiment que ces citoyens ont envie de le voir une dernière fois dans tous les recoins pour échanger avec lui, ne serait-ce que lui-même, il partage justement son envie de voir sa dynamique se poursuivre, donc aller au contact des populations. Vous ne le suggéreriez pas? Je suis sûr que lui-même, pour le parcours que les Béninois dans leur ensemble ont fait avec lui, avec autant de résultats, on va dire aujourd'hui, malgré les difficultés du départ, cet investissement des populations, qu'il n'a de cesse de souligner d'ailleurs en disant que ces résultats, ils sont l'œuvre de toute la population béninoise. Je suis convaincu que aller parler avec ces Béninois, les remercier, leur dire nous avons fait du chemin ensemble, ça n'a pas été facile, mais tout doucement, on a commencé à y arriver. Et parce qu'on a osé commencer maintenant, ce sera plus facile pour ceux qui viennent après de continuer sur cette lancée-là. Je suis convaincu que l'idée ne lui déplairait pas demain d'aller le faire et que si son agenda y est favorable, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il repartirait sur les routes du pays. Il devrait humblement s'y plier quand on peut imaginer que ses concitoyens ont des choses sur le cœur à lui dire. Pour la poursuite en fait de l'œuvre de développement après lui, il serait intéressant qu'il aille tendre l'oreille et les écouter de près, se mettre à hauteur d'eux. Vous connaissez son sens de responsabilité et vous savez que si ça doit se faire, c'est avec beaucoup de bonheur et d'enthousiasme qu'il le ferait. On est dans le mois de la célébration. Ça a démarré le 19 février, début de la conférence nationale, tournant historique de refondation démocratique du Bénin en 1990. Qu'est-ce que vous en gardez comme héritage démocratique, justement, quand l'opposition porte la charge d'une sorte de déstructuration de notre processus démocratique? J'ai eu l'occasion une fois de vous dire que ce que le président Patrice Talon fait et qui est formidable, que l'histoire retiendra, c'est qu'il normalise la démocratie béninoise. On va faire économie, et en étant bref, c'est dans ce même pays que quelqu'un nous a parlé de démocratie Nescafé, pour déplorer la façon dont nous concevions la démocratie et la façon dont nous la mettions en pratique. C'est dans ce même pays que quelqu'un nous a dit qu'il fallait le renouveau économique en plus du renouveau démocratique, parce qu'une démocratie qui ne nourrit pas le peuple est un poison. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est des constats, c'est des diagnostics. Une fois qu'on a dit ça, comment on passe aux actes? Comme si le patient va voir le médecin qui lui diagnostique un mal et ensuite il s'en retourne chez lui se coucher en disant bon, le médecin il a diagnostiqué tel mal, mais je ne vais pas prendre les produits, comment il veut être guéri? Or, j'en connais pas beaucoup qui de toute grâce prennent les cachets, les médicaments. J'en connais pas beaucoup, surtout quand ils ne sont pas du sirop sucré. J'en connais pas beaucoup. Et les piqûres, les injections, j'en connais pas beaucoup qui s'y prêtent de toute grâce. Pourtant, ils savent que c'est pour leur bien. Ils vont guérir, ils vont se sentir mieux. C'est ce que nous avons commencé à faire. Et je vous ramène à l'illustration encore basique, asphaltage. Que n'a-t-on pas entendu au départ? Aujourd'hui, tout le monde veut, dans toutes les rues de Cotonou et des autres communes, chacun aimerait que l'asphaltage vienne chez lui.
Même lorsque vous avez des gens qui ne sont pas pressés, quand on annonce, ils disent oh, si ça peut attendre parce que moi je gagne 1000 francs le jour, tout le monde est pressé. Et c'est déjà ça ce que nous faisons. Là, on parle de démocratie. Oui, j'ai du mal à voir le lien avec l'asphaltage. Ah, mais vous voyez pas vous voyez pas le lien. Vous voyez pas le lien. Non. Vous voyez pas le lien. Lorsque on parle de démocratie, on parle de renouveau économique. Et vous voyez pas ce que asphaltage, en ce que ça aménage le cadre de vie, vous voyez pas ce que ça apporte comme gain économique éventuellement. Soit revenons aux fondamentaux de la démocratie. Justement. Je vais dire quelque chose ici que j'ai eu à dire dans une autre vie. Mais j'y croyais et j'y crois encore aujourd'hui. Qu'à la vérité, nous étions davantage dans une votécratie que dans une démocratie. On s'est trop vite satisfait d'avoir tourné la page du Parti unique et du PRPB qu'on n'a pas cru devoir transformer l'essai. La Convention nationale, c'était comme un essai. En rugby, quand vous obtenez un essai, il faut le transformer. On n'a pas cru devoir transformer. Donc on s'est arrêté. Et c'est maintenant qu'on s'y remet pour donner une âme à la démocratie béninoise. C'est pour ça que je parlais de normalisation. Lorsque vous aviez 279 partis politiques dont aucun ne pouvait véritablement aller aux élections et gagner le pouvoir d'État, vous appelez ça une démocratie viable quand autour de vous et partout, vous savez que quand il y a une élection, vous savez à peu près de quel parti viendrait le président. Alors qu'au Bénin, cela n'était pas possible. Lorsque vous avez une démocratie que certains de vos confrères ont qualifiée de prisonnière de la corruption, ou quand quelqu'un a volé que vous touchez à lui, oh là là, a reçu le baudet, et qu'aujourd'hui, on donne un contenu réel, efficace à la lutte contre la corruption. Le dernier classement de l'indice de perception de la corruption montre que nous avons davantage progressé. Aujourd'hui, le Bénin est 7e sur le continent. Donc, 7e pays du continent où la bonne gouvernance est de mise, où la lutte contre la corruption est de plus en plus efficace. Sans ça, vous n'étiez pas vraiment en démocratie. Et la situation du Bénin en 2016 s'apparentait davantage à la chienlit, plutôt qu'à une démocratie majeure, mature et viable. Et si on ne faisait rien, l'anarchie nous aurait emportés tous. C'est ça qui rend difficile le travail et qui nécessite beaucoup de courage et de sens de l'État. Et c'est ça qui est mis en œuvre depuis 2016. Autrement, le plus facile aurait été de faire comme tout le monde avant, se contenter de notre médiocrité et dire, bon, tant qu'on s'y complaît, bah, on va. Mais non, on a choisi, le président Patrice Talon en premier, de dire non, osons nous regarder en face et voyons que nous ne sommes pas si beaux que nous le pensions. Il nous faut faire du chemin, il nous faut faire du travail. C'est ça que nous avons commencé. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes nos communes, Madame Toboula, depuis 2020, dans combien de conseils communaux vous avez vu déjà qu'on a destitué un maire, où l'instabilité chronique qu'on observait avant est encore là aujourd'hui? Aucun. Or, avant, vous auriez déjà eu une valse de démission, de révocation, de destitution de maires. Aujourd'hui, on donne de la prépondérance aux partis politiques parce qu'on sait qu'en démocratie, ils sont les acteurs majeurs. Et notre constitution le disait depuis 1990, sans jamais avoir de contenu. Vous avez des conseils communaux en place depuis 20 ans et depuis 2020. Et ils sont cohérents, solides. Ils mènent une action résolue au service de nos concitoyens dans les communes. C'est un acquis formidable, ça. Vous ne l'aviez pas avant. Et vous allez voir, on va sortir des élections générales de 2026, on va instaurer un nouveau cycle et le Bénin aura passé un cap. Sa démocratie va devenir de plus en plus mature, mais aussi de plus en plus exigeante envers les acteurs publics. C'est pour ça que si on est politique et qu'on commet une faute, il faut qu'on accepte modestement d'en répondre et ne pas dire c'est politique. Bon, ça se passe partout, hein. En France, aux États-Unis, quand vous prenez un politique majeur, il a maille à partir avec la justice, il vous dira toujours que c'est politique, c'est son adversaire qui lui crée des ennuis. Mais on veut que les politiques ici ne soient pas d'une autre classe à côté des citoyens ordinaires qui, eux, peuvent répondre à tout moment de ce qui leur est reproché. Donc, c'est tout ça qui vous montre qu'on fait du progrès, qu'on se normalise en tant que démocratie, et c'est
à notre honneur, à nous tous. Allez, une dernière pour la route, monsieur le porte-parole du gouvernement. On a appris la reprogrammation, si je peux le dire comme ça, pour des assises, si je peux toujours emprunter ces termes, de l'affaire d'Ivor. Il est vrai que la justice a son agenda. Moi, je suis quelque peu curieuse du timing choisi pour remettre sur tapis cette affaire. Vous n'en répondez certes pas, mais pour vous, quelle est votre réaction par rapport à cette reprogrammation de cette affaire? Pour tout dire, c'est un timing qui n'arrange pas le principal leader de l'opposition. Je n'ai pas voulu aller loin, mais là... c'est une affaire qui est connue. C'est sous le magistère de Boni Yahi que cette affaire a fait florès et n'a pas connu un aboutissement. Curieusement, en période préélectorale, l'affaire est réexhumée. Il ne m'a pas semblé, pour ce que j'ai pu connaître du dossier dans ma vie antérieure, il ne m'a pas semblé que celui dont vous parlez ait été mis en cause comme accusé ou témoin dans cette affaire. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias, c'est même pas le temps du gouvernement. Si la justice a jugé utile de programmer ce dossier, sachant qu'il y a des gens qui sont en détention préventive depuis bientôt 14-15 ans. Oui, exactement, 15 ans. Et qui ont aussi le droit à un procès dans les délais raisonnables. Et j'ai pu voir dans les colonnes des journaux que parfois ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui a rendu des décisions. Donc il faut plutôt se réjouir de ce que la justice se penche à nouveau sur ce dossier et espérer que cette fois-ci, son appel au rôle permettra d'en connaître les tenants aboutissants et de situer les responsabilités. Et à l'occasion, il faut avoir une pensée pieuse pour notre compatriote Pierre-Hubert Danyivor. Pas de main visible du gouvernement. À quelle fin? Dites-le-nous. Électoraliste. C'est vous qui soupçonnez, dites-nous à quelle fin? Électoraliste. Ah bon? Ça ne va pas ramener Pierre-Hubert Danyivor à la vie. Ce procès-là peut-être contribuera de son repos paisible. Enfin, de l'autre côté, ça permettra à sa famille de faire le deuil. Et nous devons tous tirer les enseignements de ça et dire qu'il ne faudrait plus, quelles que soient les raisons qui seraient mises en évidence devant la Cour, qu'il ne faudrait plus que ce genre de drame se produise chez nous. Qu'un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État disparaisse comme ça un matin avec sa voiture et qu'on ne sache pas ce qu'il s'est passé, qu'on entende tellement de supputations, oui, mettant en cause des gens aussi éminents les uns que les autres, mais ça n'est pas encore la vérité judiciaire. Il faut espérer que cela ne se reproduise plus jamais au Bénin. Merci à vous, Wilfried Léon de Ongbeji. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Merci de vous être prêté à l'exercice. Osia Souzou-Nouveau, on en a fini. C'est un plaisir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On vous retrouve sur d'autres programmes.